Ouvrir les yeux au village de Deschambault, c'est jeter un regard sur une explosion de beauté. Que ce soit pour son héritage architectural unique, qui a su conserver son cachet d'antan, ou encore la vue éblouissante qu'offre le cap Lauzon sur le fleuve Saint-Laurent, nul ne peut rester de glace devant tant de charme. Il est très facile de comprendre la joie de vivre communicative des gens de Deschambault. Comment pourrait-il en être autrement devant tant de splendeur? Je suis Louise Mercier, présidente du Conseil des monuments et sites du Québec et également rédactrice en chef du magazine Continuité, qui est le magazine du patrimoine au Québec. Puis Deschambault a toujours été un des très beaux villages, donc c'est vraiment un village coup de cœur depuis toujours. Des belles maisons, un caractère très particulier et très typé en même temps. Je suis Donald Vézina, je suis coordonnateur à l'Association du patrimoine de Deschambault. La principale caractéristique du village, c'est bien entendu le fait qu'on est dans la vallée du Saint-Laurent. Le rapport au fleuve, c'est bien entendu que c'est une chose bien importante, autant historiquement que dans notre vie quotidienne. C'est un des villages où il y a le plus de traces conservées de toutes les étapes d'occupation du territoire en Amérique. C'est les premières seigneuries qui ont été développées ici, ça commence en 1640. Moi, je m'appelle Gabriel Frenette-Ouellette. Je suis historien de l'art et de l'architecture. Qu'est-ce que j'aime le plus à Deschambault? C'est avant tout les gens qui m'y ramènent, mais le site comme tel, on se pose pas de questions. Je viens de Saint-Marc-des-Carrières, un village voisin. Et pourtant, c'est à Deschambault que je me sens le plus chez nous, dans ce magnifique patrimoine architectural et environnemental aussi, parce que la nature côtoie bien l'architecture. Située sur la rive nord du Saint-Laurent, la région de Portneuf prend l'aspect d'une grande plaine et se distingue par la diversité de ses richesses naturelles. C'est à une 60aine de kilomètres de la ville de Québec que se trouve le village de Deschambault. Il domine le fleuve et abrite 1200 personnes. Deschambault est un des plus anciens villages qu'on puisse retrouver ici au Québec et dans la vallée du Saint-Laurent. En 1674, les premiers colons sont arrivés ici pour coloniser et c'était des colons d'origine française. Fait intéressant à noter, Jacques Cartier, quand il est passé ici avec son voilier en 1535, a eu de la difficulté à franchir le passage devant Deschambault pour une raison très simple. Il était à marée basse, il y avait beaucoup de rochers qui l'empêchaient de franchir et il a dû attendre la marée haute. Et cette situation-là a été vécue aussi par Samuel de Champlain en 1603, lors de son voyage. Et cette situation-là l'avait frappé d'ailleurs parce qu'on retrouve dans sa relation de voyage une description très précise de l'endroit où Champlain note qu'il est difficile de franchir le fleuve au niveau de Deschambault à cause des obstructions qu'on trouve à marée basse. L'essentiel du village de Deschambault est réparti en 2 alignements de part et d'autre de l'ancien chemin du roi. Le chemin du roi, c'est quelque chose qui a été aménagé entre 1730 environ et 1740 et c'était une voie de circulation qui était au nord du fleuve et qui réunissait Montréal, Trois-Rivières et Québec. Et cette voie-là, dans les années 1930-1940, dans le cadre de travaux de voirie ici au Québec, a été élargie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se promène dans Deschambault, on constate que les maisons sont très rapprochées de la route et ça nous frappe. Par ailleurs, c'est un côté artificiel puisque autrefois, la route était moins large. À ces 2 alignements essentiels qu'on retrouve à Deschambault, s'ajoute une légère excroissance qui se prolonge sur le cap Lauzon, là où est le noyau institutionnel. Et ça, c'est vraiment le cœur de Deschambault. À ces 2 ensembles, il faut ajouter évidemment un peu à l'extérieur du village un petit noyau particulièrement intéressant par son site, son côté pittoresque, qui est l'ancien hameau de la Chevrotière.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, Deschambault est un des plus beaux villages du Québec. C'est d'abord sa situation géographique face au fleuve Saint-Laurent, face au comté de Lotbinière et son emplacement névralgique au niveau d'un coude du fleuve Saint-Laurent. C'est aussi par la présence d'un noyau institutionnel qui est remarquable, un des mieux conservés au Québec. Et c'est par son architecture diversifiée, très bien conservée, à laquelle tiennent beaucoup ses propriétaires. Moi, je m'appelle Marie-Noëlle Bouillet et puis j'opère un bistrot ici à Deschambault depuis 4 ans. Et puis, je suis artiste peintre à temps partiel. Bien, je suis née ici, donc ça fait 29 ans que j'habite à Deschambault. Deschambault, c'est un lieu de vacances, finalement. Ça bouge ou c'est tranquille. Donc, tu as les deux. Quand on est en été, bien, ça peut bouger. Pas autant qu'une ville, mais ça bouge pas mal. Puis après ça, bien, quand il n'y a pas de monde, bien, ça bouge pas, c'est très tranquille. On retrouve le village de campagne normal comme tous les autres. Deschambault, même quand tu travailles, tu as l'impression d'être en vacances. Comme moi, je fais de la peinture déjà, ou bon, je dessine, tout ça. Je fais depuis toujours. J'ai un peu sauté sur l'occasion, naturellement, de mettre mes choses sur les murs, donc mes toiles sur les murs. Puis là, ben, veux pas, les gens passent, puis ils en achètent. Fait que tu te rends compte que c'est intéressant. Puis je me disais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de galeries d'art dans le comté, mais il y a quand même pas mal d'artistes. Je me suis dit, je vais passer une annonce dans le journal local pour faire un appel aux artistes, pour qu'ils viennent exposer ici au bistrot, qu'ils viennent utiliser mes murs. Comparativement à d'autres solos que j'ai faits, ça me plaît énormément. J'ai l'intention de recommencer parce que c'est plus intimiste. J'aime beaucoup ce concept-là. Ça permet, je pense, au bistrot et à l'artiste aussi de se faire connaître. On est locataire. Hein? On est propriétaire du bistrot, mais on n'est pas propriétaire de la bâtisse. On est à loyer ici. Et il y a comme 4 ou 5 maisons à Deschambault qui appartenaient toutes à un même propriétaire qui vient pas d'ici, qui reste ailleurs. Et ces maisons-là étaient en train de se perdre, finalement. Et la municipalité en est venue à acheter ces maisons-là de ce propriétaire-là et les ont remis à vendre en faisant des appels de proposition. Et notre projet, c'était tout simplement de prendre le bistrot ici et de le transposer à un autre endroit, donc dans une de ces maisons-là, pour en faire un plus gros bistrot. Et c'est ça, notre projet a été accepté et prochainement, on va finaliser l'achat et tout. Et en déménageant, en prenant une de ces maisons-là, on va les restaurer, donc on va les mettre plus belles parce que là, elles sont un peu abandonnées. Disons que ça fait pas un beau coup d'œil dans le centre du village, mais c'est certain qu'en les reprenant, bien, on va les remettre belles, on va c'est ça, les faire revivre, tout simplement. C'est du travail, oui, ça va être beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup. Nous sommes actuellement sur le Cap Lauzon, en plein centre du noyau religieux de Deschambault, noyau qui est exceptionnel, de par son site, mais aussi de par l'architecture qu'on y retrouve. On a d'abord une église, une immense église en pierre qui date des années 1830-1840. Il faut évidemment ajouter le presbytère, mais en réalité, les presbytères, parce qu'on en a 2 sur le site ici. L'ancien presbytère, qui est une construction en pierre des champs, finalement, avec un toit à 2 versants, une construction de 1816, mais qui nous rappelle en fait ce qu'était l'architecture typiquement française du 18e siècle. On a aussi un second presbytère qui, lui, date de la fin du 19e siècle, qui est en pierre, mais en grosse pierre granitique. Et cet édifice a été recyclé. C'est actuellement le bureau municipal. À côté du cimetière, on a un édifice qui, lui aussi, est assez imposant, qui est l'ancien couvent, qui appartenait à des religieuses autrefois. C'est une construction de 1861. Et aujourd'hui, on l'a recyclé complètement. On y retrouve le bureau de la fabrique, on y retrouve un petit centre musical, ainsi que la bibliothèque. L'intégrité du noyau religieux de Deschambault n'est pas due uniquement au fait qu'on retrouve
ici sur le site tous les édifices qui étaient là à l'origine. C'est pas dû non plus uniquement au fait que ces édifices sont dans un état à peu près parfait de conservation. C'est aussi dû au fait qu'on a bénéficié d'un programme d'enfouissement des fils électriques qui a été initié par Hydro-Québec et qui fait qu'aujourd'hui, quand on observe le site, il n'y a à peu près pas de pollution visuelle. À quelques kilomètres du noyau villageois s'ajoute un autre noyau fort intéressant et très charmant, et même, je dirais, pittoresque, qui est le hameau de la Chevrotière. Et ce hameau est aménagé à l'intersection de la rivière du même nom et de l'ancien chemin du Roi. Si on a choisi cet endroit-là, probablement qu'à l'époque, c'était simplement parce qu'on voulait y installer un moulin. Premier moulin qui a été construit en 1766. Et ce moulin existe encore sur le site actuel. On a construit aussi un deuxième moulin en 1802. Aujourd'hui, ces deux bâtiments-là existent. Ils sont dans un excellent état et le site sert actuellement de centre d'interprétation. À ces deux bâtiments, ici, s'ajoute à l'intérieur du hameau une magnifique maison en pierre ainsi que d'autres maisons, soit en bois, soit en briques. Et l'ensemble forme un noyau architectural tout à fait intéressant. À l'entrée du noyau religieux du village se trouve le magasin général Paré, l'un des plus vieux commerces du genre en Amérique du Nord, toujours en fonction. Le magasin Paré, ça a débuté en 1866. Un magasin général, c'était plus général que maintenant. Ils vendaient la nourriture pour les animaux, la quincaillerie, la peinture, les vêtements. En fait, ils vendaient tout. Monsieur Genet travaille au magasin depuis l'âge de 14 ans. Et si vous cherchez son trésor, c'est au 2e étage que vous le trouverez. Les objets qu'il y a ici, c'est des objets qui auraient pu se vendre dans les 50 dernières années, même les 100 dernières années. Pour trouver tout ce qu'il y a ici, je fais des voyages, j'arrête chez un antiquaire. Il y a bien des gens qui m'ont donné des choses, même. J'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Je dois dire que j'en suis fier. Au début, je savais pas où j'allais beaucoup. J'ai appris à aimer ça davantage. J'ai l'impression que c'est ça qui m'empêche de prendre ma retraite. Ça s'en vient une passion, je pense. Je sais pas quand est-ce que je vais arrêter ça. Il va falloir que je me tasse un jour. Le paysage villageois de Deschambault est dominé par deux alignements résidentiels extrêmement importants qui sont situés de part et d'autre de la rue principale. Et ces deux alignements sont tout à fait révélateurs parce qu'on a là une concentration de maisons du 19e siècle et ça montre bien que le village de Deschambault a connu probablement sa belle période sur le plan économique au 19e siècle, entre, je dirais, 1800-1810 et 1880-1890 environ. On retrouve donc tous les modèles architecturaux principaux habituellement rencontrés au 19e siècle ici. Ce qui distingue le stock immobilier ancien de Deschambault, c'est peut-être trois choses. C'est d'abord le côté bourgeois de la plupart des maisons, bourgeois par leur dimension. C'est aussi le décor architectural qui, dans bien des cas, est représenté sur le toit par de très grandes lucarnes. C'est une caractéristique architecturale qu'on ne rencontre pas très souvent, ça, ici. Une grande lucarne dans le centre et une petite lucarne de chaque côté, avec très souvent, au niveau du rez-de-chaussée, des éléments de menuiserie très élaborés, avec une vague inspiration grecque, je dirais. On peut rencontrer occasionnellement un type d'édifice qui se distingue des autres. Par exemple, le cottage pittoresque, qui est typique de la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est une résidence villageoise avec un toit à deux versants. Et en façade, on a un avant-corps qui se détache. On a beaucoup d'éléments de bois découpés dans un pignon central. Et on a aussi des sommets d'ouverture qui, généralement, sont arrondis, ce qui est une vague influence à l'italienne. Les gens ont un réel souci de bien entretenir leur environnement de vie. On a un patrimoine tangible, construit, remarquable. Comme tous les autres villages au Québec, quand on a commencé à s'attacher à la sauvegarde du patrimoine, on avait des ennemis parce qu'ils nous percevaient comme des empêcheurs de progrès. C'est le fun parce que ce mouvement-là, cette perception-là de la sauvegarde du patrimoine est complètement inversée. Maintenant, c'est la majorité des gens du village qui ont cette perception-là que le patrimoine, pour nous autres, puis la beauté du village, est un atout pour le développement.
Je crois qu'à Deschambault, on a une belle vision de conservation puis conciliation aussi avec les interventions actuelles dans le temps présent. Alors, on ne sera pas le village musée de ce qu'est le Québec d'antan. On va être un village vivant avec un patrimoine construit important. On veut signifier le fait qu'on est en vie, nous autres, ici, et qu'on est en train de constituer le patrimoine de demain. Donc, les traces qu'on laisse sont importantes aussi. Il n'y a pas juste celles que nos prédécesseurs ont laissées. Nous autres aussi, on a l'intention de laisser nos traces. Si on constate une assez grande diversité des modèles architecturaux ici à Deschambault, on constate aussi, et ça c'est intéressant, une très grande diversité au niveau des matériaux de construction des maisons en pierre. Et c'est vraiment une des richesses et des particularités de Deschambault. Et ce qui va intéresser les Montréalais, c'est de se rendre compte que le fameux gris qu'on observe dans l'architecture de Montréal, on l'observe aussi à Deschambault. Il y a une raison très simple pour ça, c'est que cette immense formation rocheuse sédimentaire qui est dans le sous-sol de la région de Montréal se poursuit jusqu'à Québec, sauf qu'à une certaine distance entre Québec et Trois-Rivières, ça disparaît et ça réapparaît dans le comté de Portneuf. Cette pierre, on la reconnaît évidemment ici par sa couleur grise. Elle est donc très facile à observer. Sauf que si on regarde de façon attentive, elle nous est livrée finalement dans des états très différents. La plupart du temps, dans des maisons de la fin du 18e siècle, début 19e, elle va être à l'état brut, c'est-à-dire qu'on va observer des moellons de forme très irrégulière. Et plus tard, à la fin du 19e siècle, on a largement utilisé la fameuse pierre calcaire de la région ici, mais en dressant de façon très égale ses surfaces. Et là, on a obtenu de la pierre taillée. La pierre est donc omniprésente ici dans le paysage villageois de Deschambault. La première impression qu'on a, c'est le gris qu'on observe un petit peu partout. Sauf que quand on se met à regarder plus dans le détail, on se rend compte que derrière ce gris, il y a une assez grande diversité finalement. Et cette diversité est attribuable à l'origine des pierres, à leur formation, à la façon dont elles ont été taillées et aussi aux différents types de pierres qu'on décide d'associer les unes par rapport aux autres. Je me nomme Jean-Marie Dussault. Je suis issu d'une vieille famille de la région. Il y a des Dussault dans la région depuis presque l'époque de Champlain. J'ai ouvert un commerce d'antiquité à partir de 1953, qui continue toujours à marcher, même si je ne suis pas là. Quoique j'y suis assez souvent encore. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Je viens plus faire des ventes au commerce, là, mais il n'y a pas de semaine que je mets pas le nez ici. Je suis encore intéressé à voir ce qui arrive de nouveau. Et les nouveaux propriétaires aiment bien savoir ce que je pense de leurs acquisitions. Et puis souvent, avant d'acquérir une chose même, je vais avec eux pour voir la chose, là, pour leur dire je pense que c'est un bon achat ou non, c'est pas un bon achat. Je regarde tout. Tout m'intéresse, moi. C'est pour ça que le magasin est assez diversifié. J'étais une des boutiques d'antiquité les plus diversifiées. Je m'intéresse à tout. Il y a des gens qui vont ramasser juste des meubles, puis tout le restant, ça les intéresse pas. D'autres s'intéressent à la porcelaine, mais pas au verre. Il y a des gens qui sont sélectifs, pas moi. J'ai cédé le magasin ici. Le magasin contenait au moins 25 000 petits objets, là, objets usuels, objets décoratifs et tout ça, et environ 3 000 objets mobiliers. L'investissement original était 40 $. J'avais 18 ans. Et j'ai investi 40 $ dans ça. J'ai acheté des choses pour 40 $. Je les ai revendus un peu plus cher. J'en ai racheté d'autres. Puis, à force de tourner ça debout, c'est venu à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Deschambault, c'est ma vie. J'y ai toujours vécu. J'y suis né. Et je me suis beaucoup impliqué pour lui garder son beau visage aussi. J'ai restauré des maisons à Deschambault. J'en ai aussi construit une qui est une copie exacte d'une maison ancienne, assez pour tromper des spécialistes presque. En 70, avec des amis, on a formé le groupe qui s'est appelé Société du Vieux-Presbytère, qui a pris le Vieux-Presbytère en charge. Et en 76, à la suggestion des Affaires culturelles, on a entrepris l'inventaire architectural de Deschambault. D'ailleurs, je me suis fait un devoir, chaque fois que j'entrais dans une maison, que je voyais des beaux éléments, de les souligner au propriétaire et de lui conseiller d'en prendre soin.
Surtout si c'était unique. Je disais souvent aux gens, regardez tel type de moulure que vous avez ici, l'arrangement de ça. Il n'y en a pas d'autres, on n'a pas vu d'autres à Deschambault. Vous êtes seul à avoir ça, il faut en prendre soin. Quand on ne met pas de pression, les gens réagissent bien. Si on veut les forcer, là, c'est pas mal plus difficile. Les gens, ils sont propriétaires, le sentiment du vieux terrien qui est chez eux. Là. Mais si on prend le temps d'expliquer les choses, de montrer la valeur des choses, la beauté, puis souvent d'y mettre une valeur financière à côté et dire telle chose, ça a une belle valeur, conservez-le, ça vaut la peine. Votre maison vaut sûrement plus cher en conservant cet élément-là qu'en l'éliminant. Et ça touche les gens. C'est mon village, c'est ma vie. J'ai passé toute ma vie à essayer de le valoriser. J'aimerais bien que ça continue même quand je ne serai plus là, que j'en aurai plus connaissance. J'aimerais bien que quelqu'un prenne la relève. On a vu jusqu'à maintenant des maisons qui étaient essentiellement des maisons villageoises. On peut se demander où sont les vraies maisons paysannes de Deschambault. Ces vraies maisons paysannes sont en réalité à l'arrière, dans ce qu'on pourrait appeler le premier arrière-pays, qui est le rang 2. Ces maisons-là ont comme caractéristique d'avoir un carré de maçonnerie brut, c'est-à-dire des pierres absolument pas taillées. C'est de très gros moellons qui ont servi à ériger un mur assez massif. Et pour qu'il y ait une finition par-dessus ça, on a mis un enduit de chaux ou quelque chose qui ressemble finalement à du plâtre. Le carré de maçonnerie est très bas et caractéristique importante, le toit est un toit pentu, très pentu, c'est-à-dire que les versants de toit sont très aigus. Et la plupart du temps, on trouve comme caractéristique aussi sur le toit une cheminée, une très grosse cheminée massive, large. Pour quelle raison? Parce que la plupart du temps, on avait 2 conduits de cheminée dans ça qui permettait d'alimenter 2 foyers. Comparé aux autres maisons qu'on voit habituellement, c'est-à-dire celles du 19e siècle, on observe aussi des fenêtres plus petites. Elles sont rectangulaires, en hauteur, mais définitivement plus petites que celles qu'on observe habituellement. Et détail qui est important à observer, qu'on ne voit pas sur toutes les maisons, mais qui est généralement, quand on le voit, caractéristique d'une maison du 18e siècle, c'est une toute petite fenêtre, à peu près grande comme ceci, qui est localisée sur la façade arrière et elle correspond en réalité à l'intérieur à une dépense ou une chambre froide dans laquelle on entreposait des légumes ou des aliments en fait pour l'hiver. C'est donc un témoin exceptionnel de l'architecture dite française du 18e siècle. Et on voit cette concentration de maisons là, qui sont distribuées le long du rang. Et à quelques endroits, on peut vraiment saisir un ensemble de silhouettes typiques des toits pentus du 18e siècle. Je pense qu'au Québec, le défi est maintenant aux citoyens de préserver le patrimoine. L'État a longtemps été le leader, mais depuis déjà 20 ans, je dirais que c'est pas l'État qui est le leader là-dedans. Il y a peu de ressources maintenant au niveau de la restauration, de la conservation du patrimoine. C'est même souvent assez désolant. C'est des édifices gigantesques qui coûtent très, très cher à entretenir. Puis pour les mettre en valeur, ça prendrait des moyens importants. Si j'avais à faire un souhait pour le village, ce serait que l'élan pour la restauration et l'entretien du patrimoine se maintienne. Ce qui veut dire probablement de sensibiliser encore plus la population à nos projets, de façon à ce qu'on trouve des sous. L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on parle de patrimoine et de culture, comme pour n'importe quelle forme de développement.